DJ. Vous voulez prendre des bonnes résolutions ? Si vous avez créé un projet en santé des femmes et que vous êtes à la recherche de moyens de le développer, d'augmenter son ampleur ou encore sa visibilité, vous êtes au bon endroit. Car j'ai décidé de vous proposer une armée d'expertes tout aussi talentueuses les unes que les autres et qui vont vous donner leurs meilleurs conseils. Bienvenue dans un épisode bonus de fin d'année. Le principe, c'est que dans cet épisode, nous allons tout ensemble soutenir les invités passés au micro de cheminement en leur permettant de développer leur projet. Cet épisode, c'est une façon pour moi de remercier et d'accompagner un peu plus ces femmes incroyables qui œuvrent chaque jour pour la santé des femmes. Et c'est donc un format table ronde que je vous teste pour la première fois. Et à mes côtés, j'ai Anne-Laure Giraudot, avocate spécialisée, qui partagera des conseils sur la création d'entreprises pour les professionnels de santé en abordant les défis de rentabilité et en offrant son expertise sur les aspects légaux, les pactes d'associés et plein d'autres choses. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Ophélie Virales mettra à profit son expérience en communication dans le domaine de la santé pour fournir des stratégies efficaces de création de contenu, notamment pour les newsletters, les sites internet et son dada, les réseaux sociaux. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Alexandra Bourgeon, experte en stratégie et contenu SEO, offrira des astuces essentielles pour développer une présence en ligne forte et pour optimiser le référencement naturel. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Et Vivo, experte visuelle dédiée aux startups, aux professionnels de santé, qui apportera ce soir son regard artistique pour la création, la refonte d'identité visuelle et donnera tous ses conseils pratiques pour une communication impactante en ligne et hors ligne. Bonsoir Vi. Bonsoir. Quel plaisir. Bienvenue à toutes dans Cheminement. Merci. Merci. Alors, le principe est très simple. Je vais pouvoir lâcher mes notes. Je vous ai préparé des petites cartes. Vous allez tirer les cartes dans lesquelles mes invités ont posé des questions. La première chose, je pense, qui va se passer quand vous allez voir les cartes, c'est « Mais attends, Marguerite, j'ai pas assez d'informations. Est-ce que tu peux préciser ?» Donc, je vais préciser le projet de l'invité, un peu son parcours, dans quel épisode vous pouvez le retrouver. Et puis, comme ça, on va pouvoir échanger tout ensemble. Alors, je vous laisse décider de laquelle prendra la première carte. La première qui se trouvera. Vas-y. C'est pour Ophélie. Je te la lis. Alors, est-ce que vous arrivez à lire mon écriture ? Alors, l'auditrice nous dit « J'ai une marque de culottes menstruelles. Comment puis-je engager mon audience sur les réseaux ?» Avec 3 conseils. Voilà. Alors, pour vous donner un petit peu plus de détails, donc c'est une marque qui s'appelle Penties. C'est une marque brésilienne à l'origine qui est en train de se développer en France en ce moment. Et là où il se différencie beaucoup, je trouve, c'est qu'il propose de la lingerie... alors, même pas que menstruelle, de la lingerie hyper absorbante, des premières règles jusqu'à la ménopause, et même toute une gamme de postpartum, donc après l'accouchement, des soutiens-gorge d'allaitement aussi. Voilà. Alors Ophélie, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, déjà c'est top, et c'est vrai qu'en plus ce sont des produits qui sont arrivés sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça, et il était temps qu'on donne enfin aux femmes d'autres options, on va dire, en termes de serviettes hygiéniques, etc. Là, on a une culotte, donc c'est déjà quelque chose où les gens, on entend déjà un petit peu parler. C'est quand même assez présent en pharmacie. Donc, si je dois répondre à la question de comment puis-je engager mon audience sur les réseaux sociaux, en 3 conseils. Donc, déjà, dans un premier temps, je dirais par du contenu qui, j'allais dire impactant, mais je dirais même qui choque un peu. Surtout sur ce sujet de culottes menstruelles, parce que c'est un sujet que et un sous-sujet plutôt, que j'ai découvert surtout à travers TikTok, donc un réseau social assez intéressant pour parler justement de ce genre de choses. Il y avait des questions de filles qui disaient quelles sont les couleurs, pourquoi il y a des couleurs, des taches sur nos culottes en fait, d'où ça vient, juste d'où ça vient. Et c'est des questions qui ont été répondues comme ça sur TikTok à travers certains professionnels de santé justement qui expliquent ce sont potentiellement des sécrétions vaginales, il y a un pH qui est différent, ce qui peut créer aussi des taches au niveau des culottes, etc. Donc ce serait en plus sur un sujet comme celui-ci, ne pas hésiter d'aller en plein milieu du tabou, de donner un gros coup de pied au niveau de la fourmilière et ne vraiment pas hésiter
même d'y aller crûment, hein, de dire les choses telles qu'elles sont, les caillots de sang, les ceci, les cela, pour vraiment déjà en termes de contenu avoir quelque chose qui reflète quelque chose qu'on ne voit pas réellement, pas beaucoup, tout du moins encore sur les réseaux sociaux. Et puis après, ça va être bien sûr d'engager cette audience, parce que c'est bien de l'attirer, mais il faut pouvoir du coup la fidéliser. Donc tout dépendra des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. C'est vrai que TikTok est intéressant en termes d'engagement si on répond en vidéo aux commentaires. Là, on a des choses intéressantes. Donc en tant que marque, ça va être potentiellement une cliente ou quoi, qui va poser une question sur TikTok, et on va pouvoir y répondre en vidéo. Et puis sur Instagram, quelque chose de peut-être un peu plus facile et peut-être aussi un peu plus rapide pour les personnes pour qu'ils puissent s'engager, c'est à travers les stories, qui sont, à mon sens, un petit peu délaissées, mais qui ont pourtant un super pouvoir, avec tout ce qui est questionnaire, repartage, etc., à travers les stories, pour pouvoir potentiellement même avoir des messages privés, échanger vraiment avec la communauté. Et le troisième conseil, qui est assez simple aussi, mais qui parfois on l'oublie, c'est d'écouter. Juste écouter. C'est-à-dire que tout ce que l'on va créer, certes, il va falloir qu'on définisse un petit peu quelles sont les personnes cibles, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important. Mais après, il faut écouter pour voir est-ce qu'on ne loupe pas des choses sur les problématiques pour justement accompagner au mieux ces personnes avec des culottes menstruelles. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on a pensé ? Est-ce qu'on a pensé à l'été ? Est-ce qu'on a pensé à l'hiver ? Est-ce qu'on a pensé quand on va chez la famille de son copain, et qu'on y reste pendant une semaine, comment on fait pour laver ses culottes menstruelles quand on n'est pas chez soi ? Toutes ces genres de petites choses et de petits questionnements, en fait, il y a énormément de pépites dans les commentaires, que ce soit dans les commentaires des comptes, mais aussi d'autres commentaires sur d'autres types de comptes sur le même sujet. Eh ben, merci beaucoup, tu as gagné un chocolat. Tiens. C'était excellent. Alors maintenant, c'est moi qui distribue un peu les cartes. Alors, j'ai une carte pour toi. Je suis sage-femme. Comment créer mon entreprise ? Alors, est-ce que j'ai un peu plus de détails ou... Absolument, tu as le droit à plus de détails. Alors, en fait, c'est Céline qui est donc sage-femme, qui souhaite, qui a déjà commencé en fait à créer une société parce qu'elle a inventé une nouvelle méthode pour accoucher qui est un ensemble de pratiques qui sont adoptées de la danse, du yoga, etc. Donc c'est un mix de plein de façons de faire différentes pour faire en sorte que les femmes puissent accoucher le mieux possible, donc connaissent leur corps, etc., sachent comment réagir aux contractions, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est sage-femme et que d'après ce que j'ai compris, elle peut pas créer d'entreprise, non ? En fait, il faut qu'on analyse la situation de départ, donc on comprenne exactement quel type de contrat la relie aujourd'hui. Donc, j'imagine s'il y a des sages-femmes qu'elle est salariée dans un hôpital de la fonction publique, donc elle est fonctionnaire en fait. Donc il va y avoir un premier volet, c'est comment ça se passe dans le cadre de mon contrat de travail principal. Si je travaille à 100%, est-ce que je peux avoir une activité à côté ? A priori, la réponse va être non, parce qu'il y aura une exclusivité et il va falloir discuter un petit peu avec les RH de la fonction publique, mais ça, c'est pas parce que ça se fait pas au départ que c'est impossible, il faut juste entamer les discussions. Et puis après, il y a un aspect réglementaire. Je suis sage-femme et je veux développer une activité à côté. Et donc là, effectivement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire du compérage, puisque la médecine n'est pas un commerce. Et donc, il faut bien comprendre exactement quel est l'objet de l'activité qu'elle souhaite développer dans l'entreprise ad hoc. Et après, une fois qu'on a déblayé cette partie-là de situation de départ, la question c'est qu'est-ce qu'elle veut en faire de ce projet ? Est-ce qu'elle se voit demain comme partie prenante dans ce projet, le développer à 100% ? Est-ce que c'est une activité qu'elle a à côté et qui est un complément de son activité de départ ? Est-ce que c'est un projet qu'elle porte seule ou à plusieurs ? Est-ce que finalement... on n'a pas une possibilité d'arriver à ce qu'elle veut avec une diversité dans l'actionnariat et dans la gestion de projet. Et donc, en fait, j'ai envie de dire à cette sage-femme, venons et discutons. Parce que mon travail, souvent, c'est d'échanger énormément, en fait, avec les gens. Et alors, on me dit souvent que je challenge, mais je challenge pas juste pour challenger, je challenge parce qu'il faut bien comprendre
là où on met les pieds, là où on veut aller, pour apporter la solution qui soit la plus efficace possible à la personne qui vient nous consulter. Et puis derrière, qu'elle puisse repartir avec un plan d'action, une timeline, un budget pour savoir exactement combien ça va lui coûter et où est-ce qu'elle met les pieds, et qu'elle ait une to-do assez claire sur les next steps. Et donc je l'attends au cabinet. Trop bien. Et ben merci beaucoup. Tu n'as pas gagné 1, mais 2 chocolats que je te laisse les prendre. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver une carte pour Vie et Alexandra ? Eh bien, je vous en prie, mesdames. À votre tour. Bon, je vais commencer. Alors, ma question, donc, c'est j'ai une marketplace dédiée à l'endométriose. Comment optimiser mon SEO, entre parenthèses, pour me lancer ? Et j'ai 3 conseils à donner. Ouais. Alors, je vais te donner un peu plus d'informations. Ouais. Sur cet invité. Donc, c'est le Lab de l'Endo. Donc, c'est Floriane qui a créé sa marketplace endométriose. Le principe, c'est d'avoir une partie média pour informer les personnes qui ont une endométriose et ensuite leur offrir des produits qui pourraient peut-être les aider, comme des bouillottes par exemple, de l'huile de CBD pour soulager les douleurs ou l'anxiété, ce genre de produits. Et donc, étant débutante, elle pourrait chercher à savoir comment on fait quand on a un gros projet comme ça pour poser les bases pour un bon référencement naturel. Est-ce que tu as toutes les infos dont tu as besoin ? Oui, ça devrait être OK. Trop bien. Je pense qu'il faut déjà qu'elle réfléchisse à la structure de son site, si ce n'est pas déjà fait, effectivement, puisque pour que les robots de Google puissent parcourir le site le plus facilement possible et que les utilisateurs puissent aussi finalement comprendre le bon parcours, il va falloir qu'elle utilise une bonne hiérarchie. Et donc, tout simplement, ça va passer, par exemple, par catégoriser ses produits. Donc, je sais pas, par exemple, les bouillottes, du coup, de faire une page catégorie qui sera dédiée aux bouillottes. De faire la même chose dans l'espace, donc ça fait un peu 2 salles, 2 ambiances, mais l'espace, du coup, huile CBD, par exemple, aussi, huile essentielle. Et après, en dessous, de venir créer, en fait, des fiches produits qui vont correspondre, effectivement, à chacun des produits qu'elle va vendre. Et après, en fait, de relier aussi par rapport à l'URL. S'il y a, par exemple, une bouillotte qui est plutôt rose, on va la différencier dans l'URL et donc bien lui attribuer, en fait, bouillotte rose, à la différence de bouillotte licorne, par exemple, pour que vraiment Google comprenne le contenu. Toi, tu avais vu ma petite lampe licorne. Ça m'a inspirée, effectivement. Donc voilà, ça passe donc par une bonne hiérarchie. Et cette hiérarchie, on va la reprendre aussi d'un point de vue contenu. En fait, effectivement, il faut aussi pouvoir fluidifier, comme je disais, le passage des robots et leur faire comprendre le contenu. Et donc, il va falloir qu'on utilise les bons titres. Et donc, dans les titres, il va falloir reprendre le mot-clé principal. Donc, voilà, si c'est une bouillotte ventrale, dans ce cas-là, on ne fait pas compliqué. On utilise bouillotte ventrale comme titre, et après on va venir optimiser tout le contenu de la fiche produit et rajouter des petits mots-clés comme ça et venir travailler vraiment, alors je vais employer un gros mot, mais le champ sémantique, c'est vraiment en fait tous les mots qui vont se rapporter finalement à ce concept-là. Donc ça va être pour soulager telle ou telle douleur, ça va être à l'utiliser le soir ou le matin, enfin voilà, dans des moments spécifiques, et on va pouvoir associer aussi d'autres produits pour relier les fiches produits entre elles, mais vraiment de manière logique en fait. Voilà, je ne veux pas complexifier la chose. Félicitations. En fait, je me rends compte, une fois que j'ai vos réponses, à quel point ce que je vous ai demandé était difficile. Mais là, mais vous prenez tous les chocolats que vous voulez. Evie, à ton tour. Alors la question, c'est j'ai une application pour expliquer la puberté aux adolescentes. Comment trouver la bonne direction artistique ? Quelles questions dois-je me poser ? Ouais, alors un peu plus d'informations sur cet invité et sur cet épisode. C'est Éléonore qui a créé Jamy. En fait, quand elle a vu que sa nièce, sa nièce a eu ses règles pour la première fois et elle voulait l'aider et elle voulait trouver une app. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'app qui expliquait un peu les premières règles, la puberté aux adolescentes. C'était que des apps pour que les femmes puissent gérer leur cycle, etc. Donc, c'était déjà une fois que tu connais tout, quoi. Donc, du coup, elle a créé ça et voilà, elle est en train de développer l'application. Alors, typiquement, les questions qu'elle devrait se poser, c'est d'abord faire un benchmarking, de voir en fait quelles sont les tendances graphiques qui existent sur ce marché-là et voir en fait à quel type de communication est-ce que les adolescentes sont sensibles, parce que typiquement c'est une période où on va chercher à
à développer un sentiment d'appartenance. Donc, il faut qu'elles puissent se reconnaître au travers de la marque. Donc, forcément, quand on développe une application de contraception ou de symptothermie, ça va pas du tout être les mêmes codes graphiques que pour les adolescentes. Là, j'ai un exemple en tête, rien à voir avec la puberté, mais tout ce qui est les gels Andy, qui utilisent des codes graphiques très licorne, glowy et tout ça, ça pourrait potentiellement intéresser les adolescents. Ah oui, merci Andy. Voilà, oui, c'est ça. Merci Andy. Et donc, je pense que jouer là-dessus, de vraiment donner un côté très glowy, j'ai envie de dire, pétillant, de vulgariser l'information de sorte à ce qu'elle soit digeste et aussi cool, parce que voilà, parler de règles, c'est pas forcément un sujet très sexy, et voir aussi comment est-ce qu'elles en parlent entre elles pour justement s'approprier tous ces verbatims et comment est-ce qu'on le retranscrit visuellement. Donc typiquement, je pense à TikTok, je pense que ce serait un très bon moyen pour en parler et s'approprier en fait, développer peut-être un langage qui soit propre à la marque, justement pour vraiment fédérer une communauté autour de ça et qu'elles se sentent moins seules en fait dans ces histoires de règles. Hyper excellent, hyper intéressant ce que tu viens de dire. TikTok, du coup, Ophélie, t'en penses quoi? Tu penses que ce serait une bonne idée? Ah oui, très très bonne idée. Justement, il y a eu je veux dire un scandale, un drama, mais quelque chose qui a été assez viral sur TikTok il y a pas si longtemps que ça. C'est quand la communauté TikTok, qui est quand même beaucoup plus engagée à mon sens que les autres communautés, ont découvert que justement dans les tests de serviettes hygiéniques, etc., ça n'avait pas été fait avec du sang, mais avec un liquide bleu, vous savez, le fameux liquide bleu sur les publicités, etc., qui commence à changer. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à ce sujet-là. Donc, je suis complètement sur la partie TikTok, en effet, oui. Moi, si je peux me permettre, à mon avis, on a un beau projet de Suzac entre les culottes menstruelles et l'application de... Pardon, excusez-moi. Ah oui, non, mais... Non, mais je plus sois totalement cette intervention, mais continue, hein. Non, mais on peut faire un rachat ou une fusion, n'importe. Ça dépendra un petit peu de qui veut quoi. Est-ce qu'on passe à une autre carte? Allez. J'ai fait une sorte de B2B, de gros featuring. Celle-là, voilà. Celle-là, vous êtes toutes les quatre dessus, alors... Allez. Alors, la carte, c'est je suis la fondatrice d'une association dédiée à la promotion de la sextech en France. Comment adopter une communication visuelle impactante? Mesdames, je vais prendre la parole en premier. On a plusieurs... Avant, je voudrais donner un peu plus d'informations sur cet invité. Vas-y. Du coup, c'est Christelle Bonny qui a créé Sextech France, pas Sextech Franck, puisque ça voudrait rien dire. Du coup... C'est une association qui a pour but de faire la promotion de la sextech en France. En fait, elle s'est rendue compte que les projets de sextech étaient souvent imaginés par des femmes, mais que les femmes avaient des difficultés à commercialiser leurs solutions parce que, par exemple, se retrouver face à un board d'hommes, un board d'investisseurs hommes, alors qu'on souhaite commercialiser un sextoy en gros pour les femmes, il y avait souvent des difficultés. Je pense que vous aurez compris un peu pourquoi. Donc c'est un genre d'exemple, et donc elle a créé cette association pour faire la promotion de la sextech en France et favoriser l'innovation à ce niveau-là, parce qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, vous pouvez y aller. Non, mais ça répond plus ou moins à la première question, moi, qui m'interpelle quand je la lis à haute voix, c'est le mot association qui me fait tilter en termes de structuration, parce que les associations, c'est le petit instant juridique gratuit. Les associations loi 1901, c'est des associations qui sont des organismes à but non lucratif. Et donc, ils sont pas... Enfin, a priori, malheureusement, ils sont utilisés parfois à d'autres fins, notamment dans le secteur médical. Et donc, on peut avoir un détournement de la règle. Et donc, moi, avec mon regard, bien évidemment, je challenge quand je vois l'association pour bien essayer de comprendre si c'est effectivement la forme la plus adéquate ou s'il n'y aurait pas quelque chose de plus adapté. Et puis la deuxième chose, c'est le mot sextech. Forcément, et notamment une association, doit respecter l'ordre public. Et si, en cas de non-respect de l'ordre public, on peut avoir une dissolution qui peut être prononcée. Alors, dans le cadre d'une association, par toute personne qui peut en demander, en faire la demande.
au préfet. Et donc, j'imagine tout à fait un concurrent qui ne ferait pas partie de l'association. Première action, d'aller demander la dissolution de l'association parce qu'il n'est pas dans l'association ou autre. Donc, ça, c'était un peu mes deux choses sur lesquelles j'ai tilté en tant que juriste, mais ce n'était pas la question puisque le point, c'est comment adapter une communication visuelle impactante. Donc, dans l'hypothèse où nous avons une structure juridique qui fonctionne, la parole est à vous. Je vais prendre la suite. Alors, c'est vrai que les sujets santé, c'est un terrain un peu glissant en SEO parce que ça fait partie en fait des sujets Your Money, Your Life. Donc, Google fait hyper attention aussi à tout ça parce qu'il peut aussi y avoir des faux sites qui sont montés. Donc, je vais peut-être pas aller aborder ce terrain-là, mais c'est vrai que pour une communication visuelle impactante, du coup, je vois peut-être plus le réseau LinkedIn, effectivement, qui a une carte à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole sur ce réseau et qui sont aussi très décriées parce qu'elles osent parler de sujets comme ça un peu touchy, même s'il faut que ça vienne. Et donc, je pense qu'il y aurait vraiment un impact, effectivement, parce que y a beaucoup de masculinisme aussi dessus et ça pourrait faire débat et aussi avoir du succès. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, surtout pour alerter les institutions, pour on va dire, interpeller les gros poissons, j'appelle ça, sur un côté B2B et compléter peut-être avec un autre réseau social un peu plus B2C, cette fois-ci pour au-delà même des femmes qui travaillent dans la sextech, juste les femmes qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur tout ça et les informer aussi de leur côté sur quelles sont les dernières avancées peut-être, comme pourrait l'être, je sais pas moi, la maladie cardiovasculaire. Et bien là, ce serait la sexualité chez la femme, comment on innove, comment on avance un petit peu vu qu'on est un petit peu en retard. De même, nouvel exemple, un sextoy qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, le Womanizer, qui avait un système, une technologie complètement différente, qui n'était pas basé sur le plaisir, on va dire, interne, mais plutôt sur plaisir externe, de par la mise en avant de l'organe, du clitoris, de comment il fonctionne, de comment c'est fait et comment on peut du coup donner du plaisir aux femmes. Donc autant il y a cette partie-là et puis il y a aussi tout un volet, à mon avis, prévention qui est aussi à faire parce que la sexualité chez la femme, nous sommes en France, on a quand même, on va dire, assez de choses assez ouvertes. Après, à voir si la personne veut viser aussi un peu l'international parce qu'il y a énormément de choses à faire aussi sur la sexualité des femmes à l'international. Voilà. Et toi, Vie, t'en penses quoi ? Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est aussi d'intégrer des outils pédagogiques. Donc, comment est-ce qu'on vulgarise l'information ? Pas uniquement à destinée des femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'ils ont forcément des stéréotypes, des clichés sur comment fonctionne le plaisir féminin. Je pense notamment à cette espèce de peluche de chez Vulvaille, en fait, qui explique comment est notre anatomie, en fait. Et je pense que c'est un outil extrêmement important qu'on peut donner aux associations, parce que c'est plus facile de montrer les choses que de montrer on va pas montrer des vidéos pour ça. Donc, ça permet vraiment d'intégrer l'information facilement, de rendre aussi l'information plus ludique, parce que c'est un tabou, mais ça ne veut pas dire qu'on doit en parler avec énormément de sérieux. Quand on pense au Womanizer, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un ton plus décalé pour parler des choses ? Parce que c'est quelque chose que les femmes parlent entre elles en rigolant à leur soirée. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire dans notre communication aussi ? Ça permettrait peut-être aussi de déclencher des prises de conscience, autant chez les femmes que chez les hommes, et on aurait peut-être moins de blocage pour en parler plus librement. Mais après, comme disait Alex, justement, la difficulté, c'est qu'on est assez limité en termes de communication sur ces sujets-là. Malheureusement, à travers les hashtags, donc il faut pouvoir trouver des moyens détournés aussi pour aller vers ces gens, non ? Oui, c'est ça, il faut pouvoir adapter vraiment le wording aussi. Et voilà, par exemple, le sexe, c'est pas accepté en tant que tel sur Instagram, donc il faut utiliser des parades. Donc souvent, les personnes mettent S, E, K, S, ou d'autres termes, en fait, un petit peu autour de ça. Et c'est vrai que on est obligé de contourner un peu comme on peut en ce moment, en tout cas. Tout à fait. Ok. Alors, on continue avec... avec cette carte qui est destinée à Alexandra et Ophélie. Alors, je vais vous lire la question. Donc, j'ai créé une plateforme pour accélérer la recherche scientifique sur le cancer du sein par mail. Comment agrandir ma base d'adresses mail ? Une stratégie.
un peu plus d'informations peut-être. Oui, absolument. Alors, je vous parle je me souviens plus du projet évidemment, de Guillaumette qui a en fait trouvé un moyen pour agrandir le pool de personnes qui peut faire avancer la recherche fondamentale sur le cancer du sein. Dans le sens où, avant, pour récolter certaines informations, c'était les médecins qui demandaient à leurs patients de répondre à des questions, des questionnaires. Et en fait, en révolutionnant ça et en faisant en sorte qu'on réponde par mail, ça permet à beaucoup plus de personnes de répondre à certaines questions. Je vois Anne-Laure, la juriste, qui est en train de nous dire ça va pas du tout, mais attends, laisse-moi finir avant. Et donc ça permet de récolter plus de retours et ça évite le biais qu'on peut avoir quand on est face à un professionnel de santé quand on répond. Donc en fait, tous ces questionnaires-là sont ensuite analysés, récoltés, etc. pour faire avancer la recherche fondamentale. On va peut-être laisser que tu en parles dans un... Non, mais je vais juste... Disons qu'on va mettre des hypothèses de départ, et donc on va mettre dans l'hypothèse numéro 1 le fait que tous ces patients ont été informés du fait que les données sont collectées à des fins d'analyse par la suite, qu'ils ont donné expressément leur accord, et qu'il y a une anonymisation totale de la donnée pour respecter deux grandes obligations qui sont inhérentes à la médecine. La première étant le secret médical, qui est une obligation fondamentale, et la deuxième qui est alors plus large que la médecine, mais qui est le règlement général européen sur la protection des données personnelles, et qui traite la donnée de santé comme une donnée sensible. Et à partir de là, il faut que l'intégralité du processus respecte le RGPD de A à Z. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est les deux hypothèses de départ. Et donc, on va imaginer que le projet s'est fait en respectant ces hypothèses, et vous pouvez reprendre la suite. Alors c'est tout, mais c'est un point très important, en effet, sur tout ce qui va être collecte de données dans tous les cas. Donc c'est déjà assez intéressant parce qu'on est sur une base mail. Après, voilà, qu'est-ce qu'on apporte par mail ? On n'est pas obligé, quand on décide de travailler uniquement avec une base mail, d'être présent sur les réseaux sociaux, même si ça aide beaucoup. En fait, on va dire que votre base mail, c'est plutôt quelque chose qui va être très qualitatif, et les réseaux sociaux, ça va être un fouillis de personnes, et ça va être comme un tunnel. Vous allez pouvoir filtrer, ils vont pouvoir ensuite s'inscrire, on va dire, à cette base, cette base plutôt, on va pas parler en anglais, mais cette base d'adresse mail. Donc ça peut être soit à travers des réseaux sociaux comme potentiellement Facebook. On est sur le cancer du sein, donc on vise quand même des personnes qui ont, je dirais, la trentaine, à part pour les femmes qui ont déjà des cancers de sein dans la famille et qui souhaitent peut-être en savoir un petit peu plus. Ça peut être le cas d'une jeune fille de 16 ans qui perd sa maman à cause d'un cancer du sein et qu'elle aimerait bien se sentir rassurée, etc. Donc ça peut passer à travers des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, toujours en ayant ce côté aspect éducatif, et puis proposer vraiment ce côté ensuite engagement. En fait, vous apportez votre petite pierre à l'édifice dans cette recherche scientifique sur le cancer du sein. On n'a pas besoin d'être scientifique pour apporter sa pierre à l'édifice, et voilà, pouvoir justement accompagner et aider les personnes vers ce cheminement de formulaire qui, à mon sens, ne sera pas non plus une tâche facile, parce que répondre à un formulaire sur le cancer du sein, on ne fait pas ça comme quand on répond à un formulaire sur Uber Eats, ça n'a rien à voir. Donc vraiment garder cette empathie, vraiment cette compassion, et bien travailler. Mais ça, je pense qu'Alex pourra le dire sur les questions, les trucs, pour vraiment que ce soit assez doux. Et ne pas hésiter à faire des mails un peu plus généraux, au-delà même du formulaire, des questions, etc. Des mails un peu plus généraux de qu'est-ce qu'on est en train de développer, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on avance, et en quoi votre pierre à l'édifice fait qu'on grandit, et on grandit grâce à la communauté. Donc voilà, je dirais ça en termes de stratégie globale, on va dire.
Tu m'arraches les mots de la bouche parce qu'en fait, j'avais vraiment en vue le côté empathique. Effectivement, ça va être très, très important ici. En fait, d'un point de vue copywriting, on va vraiment venir chercher le bénéfice en fait pour attirer aussi l'attention et la curiosité de ces personnes-là. En fait, qu'est-ce qu'elles ont à y gagner de remplir ce formulaire et de donner aussi leurs données personnelles, même si il y a le caractère anonymisé après. Donc, on va venir vraiment chercher en fait quelle est la transformation, pourquoi ce serait important pour elles. Donc, comme tu dis, ça peut être suite à la perte d'un proche. Bon, voilà, ça nous a touchés. Et effectivement, on veut apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, ça pourrait aussi prendre la forme, par exemple, de publicité sur Meta ou Ads. Peut-être faire une landing page spécifique, en fait, où on axe vraiment sur ces leviers-là, avec la partie vraiment bénéfice. Et après, donc, on mettrait peut-être, pourquoi pas, aussi une vidéo, à la limite, qui puisse aussi venir enrichir la page et donner envie de cliquer. Et c'est vrai qu'en SEO, là, on va être moins sur ce terrain-là, puisqu'on veut des résultats plutôt immédiats. Donc, j'aurais plutôt tendance à penser SEA, référencement payant et tout ce qui est ads, effectivement, pour compléter. Merci beaucoup. Vi, tu as une carte. Merci. Alors, j'ai créé une gamme de produits naturels pour améliorer la santé des femmes. Que recommandes-tu en termes de packaging ? Oui, alors quelques informations. C'est donc Alice qui a créé The Equilibrist. Alice, elle est pharmacienne de formation et elle a créé, elle crée des produits pour santé des femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de compléments alimentaires à prendre en cas, par exemple, d'acné hormonal ou ce genre de choses. Et donc, en fait, les compléments vont rééquilibrer de manière naturelle les hormones. D'accord, ça tombe très bien parce qu'en plus j'ai commandé un complément de chez Equilibrist que j'ai reçu il y a quelques jours, donc j'ai encore le packaging en tête pour pouvoir répondre à la question. Ça tombe bien. Typiquement, il y a 2 questions. Est-ce que le produit va être distribué en officine ou non ? Parce que là, il y a aussi la réglementation publicitaire. Il faut... Oui. Donc, voilà, ça va être différent pour une marque qui, par exemple, ne distribue que via son site web. Donc là, elle n'est pas forcément obligée d'avoir des logos de type sur le recyclage, sur les matériaux qui ont été utilisés. Pour la marque d'Equilibrist, là, on est sur une boîte cartonnée. Donc là, il y avait la question de quel budget est-ce que je vais mettre dedans ? Est-ce que je veux vraiment être aligné en termes de d'éco-responsabilité ? Est-ce qu'on tient le discours de l'engagement, du côté naturel jusqu'à l'emballage ? Parce que typiquement, ce sont des cures qu'on va prendre pour 3 mois, parce que c'est le temps minimum requis pour pouvoir rééquilibrer un cycle. Et puis donc aussi penser à comment est-ce qu'on va recycler les matériaux. Est-ce que c'est possible de recharger le packaging ? Parce que ça peut être aussi une solution à long terme, parce que voilà, si on n'a pas envie d'acheter 10 boîtes pour toute l'année, et si on peut avoir qu'une seule boîte et peut-être venir la recharger en officine, ça n'existe pas encore parce que pour des raisons d'hygiène, les compléments alimentaires, voilà, il faut quand même que ce soit protégé dans un opercule en plastique et puis dans une boîte en carton. Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut penser. Donc vraiment se renseigner par rapport aux normes d'hygiène, aux normes publicitaires, en termes de matériaux, voir quel type d'encre est-ce qu'on va privilégier. Est-ce qu'on va choisir des encres naturelles ? Donc là, on est sûr qu'il y aura peut-être moins de gaspillage à ce niveau-là. Donc on va éviter des finitions de type plastique ou des finitions un peu brillantes. Donc là, ça peut potentiellement créer une dissonance par rapport au discours de la marque, parce que voilà, quand on crée des compléments alimentaires, surtout quand on est dans le naturel, on fait attention à tous ces détails-là. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là auxquelles il faut faire attention. Quand on pense à la partie emballage, c'est tous ces aspects-là qu'il faut envisager. Et on notera que les commentaires juridiques ont été faits directement par toi et pas par moi. Voilà. Mais tiens, justement, Anne-Laure, tu as une carte pour toi. Alors, la carte, c'est « Je suis médecin et j'ai un podcast que je souhaite monétiser. Est-ce que je peux créer une société pour faire cela ?» Oui, l'épisode n'est pas encore sorti. Et là, la question, je pense, c'est que je suis médecin, j'ai un podcast, je veux le monétiser et donc j'ai besoin de créer une structure pour recevoir cet argent à un moment ou à un autre. Comment je fais ? En fait, ma méthodologie, c'est toujours la même. Donc, c'est la même question que pour la sage-femme. La première chose, il faut bien comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Est-ce que c'est un médecin libéral ? Est-ce que c'est un médecin praticien hospitalier ? Est-ce que c'est un PUPH ?
Est-ce qu'il travaille en BNC? Est-ce qu'il travaille en CELARL? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est que ce projet? Est-ce que c'est un projet ad hoc? Est-ce que c'est le projet de sa vie de demain? Est-ce que c'est une phase de transition dans sa future carrière? Et en fait, à partir de ces éléments, on va commencer à dérouler la pelote. Et en plus, ce qui va nous manquer comme information pour dérouler la deuxième pelote, ça va être quel est le contenu du podcast. Est-ce que c'est un podcast qui est qui a une visée médicale ou pas, ou est-ce que ça n'a rien à voir? C'est une podcast sur les voitures. Non mais oui, non, c'est pas sur les voitures. J'ai une cliente qui a développé une activité d'écriture, hein. Ça n'a rien à voir avec la médecine, mais c'était une activité ad hoc. Parce qu'en fait, la question, le sous-jacent dans le podcast, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va l'aider de manière indirecte à développer sa clientèle? Et à ce moment-là, on tombe dans le compérage qui est interdit puisque la médecine n'est pas un commerce. Et donc, si l'objectif du médecin, c'est d'accroître sa patientèle par le biais du podcast, là, tous les warnings sont rouges et donc, bien sûr. Du coup, c'est compliqué. Après, et c'est toute la question un peu... on va dire, qui est lié aux médecins influenceurs d'aujourd'hui. Je suis médecin, je développe un podcast dans les voitures. Je vais être connue parce que je suis le médecin qui connaît les voitures. Et donc, tous les gens vont commencer à m'écouter. Et en fait, ils vont me trouver tellement cool. Et puis, du coup, ils vont avoir envie d'aller au cabinet pour me rencontrer. C'est un peu le sujet de l'influence commerciale. Est-ce que ça peut être une stratégie, justement ? Il faudrait... Alors, bon, encore une fois, il faut comprendre où est ce médecin aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il est... Je te le dirai pas. Ben non. Non, mais l'analyse juridique, elle est... Un cas ne peut pas se reproduire à 100% à l'identique, ou s'il se reproduit à 100% à l'identique, c'est soit parce que les conditions sont 100% les mêmes, soit parce que la personne a fait un mauvais copier-coller. Bon, souvent, c'est un mauvais copier-coller, donc c'est pour ça que on rentre vraiment dans le cas concret. Mais voilà, donc imaginons que le médecin peut lancer ce podcast qui n'a rien à voir avec la médecine et qui devient, en fait, qui développe sa notoriété. Et donc, en fait, on peut tomber dans ce qu'est l'influence et pas nécessairement l'influence commerciale. Il y a un vrai sujet sur lequel aujourd'hui il n'y a pas vraiment de réponse très claire parce que je pense que c'est une zone grise et que surtout personne ne veut se prononcer parce que quand c'est bien fait, type Marine l'orphelin ou Dr Beauty, tout le monde est content, et puis quand c'est mal fait, du coup on va tirer à boulet rouge sur ceux qui le font mal, et donc comme on n'ose pas prendre position, on ne prend pas position, et du coup il n'y a rien qui sort. Je ne sais pas si c'était très clair, c'est un peu parti sur non, moi j'ai tout compris et j'ai trouvé ça passionnant, merci beaucoup. Et on va enchaîner avec la dernière carte. Pour toi, Ophélie. Oh, pardon. Et moi, j'arrive, je vais chercher un cadeau. Alors, la question... Alors, moi, je suis dans les sous-vêtements, là, aujourd'hui. Donc, j'ai créé une marque de culottes pour les femmes qui ont une césarienne. Quel réseau investir? Oui, un peu plus d'informations. Oui. Ah, ça fait du bien aussi parce que justement, j'ai une amie qui est enceinte et donc c'est la recherche de contenu intense à ce sujet-là. Alors, je dirais il y a... Attends, laisse-moi dire un petit mot sur le projet que vous situez bien. Donc, c'est Audrey, elle a une marque qui s'appelle Wounded Woman et en gros, l'idée, c'est qu'elle a une césarienne. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun sous-vêtement qui était adapté pour après l'opération. Parce qu'il y a les frottements, etc. Et donc, voilà. Donc, elle a créé cette marque qui est vendue en pharmacie. Je te laisse répondre. Eh ben, écoute, c'est top. Alors, donc, quel réseau social investir? Si ça avait été il y a à peu près 15 ans, j'aurais dit Facebook. Voilà. Maintenant, il faut savoir où les trentenaires, ce qui est à peu près l'âge où les gens ont des enfants ou commencent à avoir des enfants, où est-ce qu'ils sont? Beaucoup sur Instagram. Ne me dis pas qu'ils sont sur TikTok parce pas que... beaucoup, non, pas de souci. Ça, pour le coup, je le vois avec mon entourage. Je donne des rêves TikTok, personne ne connaît. Donc, la trentaine, on est plutôt sur Instagram, aussi un petit peu sur Facebook, mais très sur Instagram. Surtout, principalement les femmes qui sont vraiment aussi dans la recherche d'informations sur ces sujets-là à travers les réseaux sociaux. Alors moi, je dirais à travers ce réseau social d'aller surtout vers du format vidéo.
typiquement, et ne pas hésiter à s'inspirer de TikTok pour ses formats vidéo, Instagram et pour ses réels, parce que justement, il y a une influenceuse qui a accouché il n'y a pas si longtemps que ça et qui a partagé vraiment du moment où elle a accouché, son ventre, justement, comment ça s'est passé au niveau de la césarienne, etc. Quels sont, en fait, comment ça se passe réellement dans cette salle d'accouchement, dans le après aussi, la rééducation. Tous les trucs où si tu n'as pas accouché, tu veux pas tu ne peux pas savoir. Voilà, ça casse un peu le... Non mais tu verras, la grossesse, c'est magnifique. Oui, il y a les œdèmes, les ultra, et puis le après surtout. Le après, parce que là, on commence à en parler de la grossesse, de tout ce qui s'ensuit, etc. Mais le après-grossesse, c'est encore vraiment très tabou. Là, on a parlé du point du mari il n'y a pas très longtemps aussi. Enfin, quand je dis pas très longtemps, c'est en termes d'années, c'est très peu. Donc, de recoudre la femme après l'accouchement, etc. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui, à mon sens, sur Instagram, sont importants à investir. Toujours aussi dans ce côté éducation et de son côté partage, en fait. En plus, on est dans le domaine de la maternité. Toutes les femmes n'ont pas l'opportunité d'avoir une maman ou de la famille qui peut les aider dans leur maternité, qui peut les accompagner. Donc, ne pas hésiter à leur apporter du contenu justement sur ça pour qu'elles se sentent beaucoup moins seules et toujours sans tabou. Vraiment les pieds dans la fourmilière et ne pas hésiter parce que c'est comme ça vraiment que vous ferez des vues. Voilà. Et merci Ophélie. On arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais vous remercier toutes très chaleureusement de l'avoir accepté, cette invitation. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je dirais foncez. Le mot de la fin, un mot. Fun, amusement. Voilà. Parce que la santé, ça manque un peu de ça parfois. Ouais, je dirais penser au côté décalé et surtout à mettre aussi de l'humour dans votre communication, effectivement, sur ces sujets-là. Parce qu'on en parle de manière peut-être trop sérieusement et voilà, ça fait partie d'une communication réussie, je pense aussi. C'était exactement ce que je voulais te dire. Donc moi, je dirais de connecter avec son audience, de vraiment l'impliquer dans la création de son projet, création de marque, parce qu'au plus vous allez impliquer votre audience, au plus elle va se fidéliser et aussi ça va vous aider à fédérer une communauté et ça c'est super important et si vous arrivez à le faire avant de lancer votre marque, vous avez déjà gagné du terrain. C'est ça, oui, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Merci beaucoup et merci beaucoup à toi Alexandra, j'ai ouvert nos cadeaux, c'est un petit chauffement. Écoutez, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir terminé ce premier épisode. Un grand merci à toutes et puis j'espère vous recroiser très très prochainement dans le cadre professionnel. Voilà, merci à toi aussi.